Retrouvez l'essentiel de l'actualité nationale, africaine et internationale tous les jours de la semaine à 19h pour le journal français et 21h pour le journal en langue nationale Bamanakan. Merci infiniment de votre constante fidélité à Chérif La TV, votre chaîne de proximité. Nous sommes le vendredi 14 octobre 2016. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre dans cette nouvelle page d'information. Alors cette annonce entre les localités de Djabali et de Nampala dans le centre du Mali, des militaires maliens justement auraient été tués ce jeudi au moment où leurs véhicules ont sauté sur des mines. L'information a été confirmée par un officier de l'armée malienne en poste à Ségou, une des principales villes de la région, précisant que l'attaque s'était produite dans le village de Ngomakura. Pas de revendication pour le moment, mais le bilan fait état de 4 tués et 7 blessés. Voilà, une autre information du côté de l'Assemblée nationale du Mali. Ils sont désormais 14 députés à avoir claqué la porte de la majorité présidentielle. Dernier à avoir plié bagage, les députés du parti SADI, parti de la solidarité africaine pour la démocratie et pour l'indépendance, qui soutenait jusqu'à présent l'action du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Les 14 députés rebelles, entre guillemets, comme certains les surnomment, ont officiellement regagné les rangs de l'opposition parlementaire. Pas celle qui existe déjà au sein de l'hémicycle, mais l'opposition parlementaire qu'ils veulent désormais incarner. Voilà, donc aujourd'hui nous célébrons la journée internationale, c'était plutôt hier 13 octobre, la journée internationale de prévention contre les catastrophes naturelles. Le 13 octobre est reconnu depuis le 21 décembre 1995 comme étant la journée internationale de la prévention des catastrophes. Une résolution 44-264 du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de prévenir et de pallier de façon substantielle au phénomène de catastrophes dans le monde. Dans une interview accordée par un agent de la protection civile, il ressort que les soldats du feu maliens ont une réelle capacité d'intervention en l'espace de 7 minutes seulement face à tout cas d'urgence dans les grandes agglomérations. Nous écoutons M. Koné, il est au micro de Seydou Niari. Alors merci. Comme vous le savez, la journée internationale de prévention des catastrophes a été décrétée par les Nations Unies avec la résolution 44-264 du 21 décembre 1995 qui a instauré effectivement cette journée pour réduire substantiellement les risques de catastrophes dans le monde. Et cette année, le thème central s'intitule Sendai 7. Sendai 7, ça veut dire vulgariser les 7 cibles et les 4 priorités du cadre international, donc qui est le cadre d'action de Sendai, qui a été adopté par 187 pays lors de la dernière conférence au Japon. Alors donc, effectivement, aujourd'hui, les catastrophes naturelles sont malheureusement de plus en plus fréquentes, compte tenu du fait que nous ne sommes pas mieux préparés d'abord pour prévenir, mais aussi lorsqu'elles surviennent, ces catastrophes, nous ne sommes pas également mieux outillés pour en tout cas intervenir à suffisance partout au Mali. Et donc du coup, ça fait, quand ça arrive, surtout les dernières inondations de cette année, comme exemple, qui ont fait pratiquement 100 000 sinistrés, sans abri, qui ont ravagé des hectares de terres agricoles, qui malheureusement également ont emporté une quinzaine de vies humaines. Donc nous pensons que ceci est de trop. Ceci est de trop. Et il est extrêmement important que nous arrivions, de par la sensibilisation, de par la prévention contre ces risques, de par notre niveau de préparation technique à répondre efficacement, qui feront que nous allons pouvoir réduire les risques de catastrophes au Mali. Absolument, oui. Nous avons beaucoup d'appui du gouvernement qui fait beaucoup de son mieux. En tout cas, les dernières années, nos moyens d'intervention, je peux le dire, ont été triplés. Et notre présence physique sur l'ensemble du territoire est en train d'aller crescendo. Déjà, je peux vous confirmer que l'équipe pour intervenir à Kidal est déjà prête et positionnée à Gao. Donc une fois que les solutions de paix vont aller de l'avant, nos équipes d'intervention seront parmi les premières équipes nationales à s'installer et à Gao, et à Kidal et à Menaka.
Donc aujourd'hui, le maillage territorial est un événement qui est déjà une volonté politique. La dotation en équipement est déjà une volonté politique. Le renforcement de nos ressources, de nos capacités en ressources humaines est aussi une volonté politique. Je vous informe de passage que nous avons actuellement 500 hommes en formation au compte de la protection civile malienne. Donc ils vont s'ajouter au lot qui existe déjà. Merci pour la pertinence de cette question. Je vous dis, dans les agglomérations des grandes villes, nous avons une promptitude à répondre dans les 7 minutes qui suivent. Dans les grandes agglomérations. Au-delà, le maillage territorial fait que le délai d'intervention peut décaler. Mais dans les agglomérations, dans les grandes villes, dans toutes les régions, dans les grandes villes des régions, le délai d'intervention aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, est de 7 minutes pour la protection civile malienne. C'est un remerciement et aussi un lobby, une sollicitation encore de l'ensemble des autorités, mais aussi des partenaires au développement pour venir également en appui à ce que fait l'État malien. Pour qui nous connaît, nous ne sommes pas l'un des pays les plus développés au monde. Donc même eux, ils sont surpris par les catastrophes. Aujourd'hui, nous avons vu le cas des États-Unis qui est ravagé par les ouragans. Et donc, ils sont les plus outillés, les plus formés. Et nous ne sommes pas à ce niveau. Nous voulons aller de l'avant également. Et nous sollicitons l'ensemble de nos partenaires techniques au niveau national et international pour un appui, pour des appuis techniques, matériels et financiers, afin que nous puissions nous développer davantage et occuper le terrain, si possible, partout au Mali. Voilà, une interview accordée dans le cadre de la journée de la célébration de la journée internationale de la prévention des catastrophes et c'était hier 13 octobre. Le tour d'horizon de l'actualité africaine d'aujourd'hui nous conduit au Togo avec la tenue du sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime. Au Nigeria, les autorités comptent renforcer la lutte contre Boko Haram et on apprend au même moment la libération de 21 jeunes filles qui étaient en captivité. Au Burkina Faso, les parlementaires épinglent la gestion des terres sous Blaise Compaoré et enfin, Julius Malema radicalise son discours contre Jacob Zuma en Afrique du Sud, le tout commenté en bref et en images par Khadija Kité. Le premier sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique se tiendra ce 15 octobre à Lomé, durant laquelle les chefs d'État du continent ou leurs représentants doivent notamment examiner un projet de charte sur la sûreté et la sécurité maritime. Le comité des représentants permanents de l'Union africaine avait tenu des séances de travail dans la capitale togolaise. Dans la perspective de la tenue de ce sommet, les participants avaient travaillé sur le projet de charte qui sera soumis à l'adoption par l'organisation panafricaine. Selon les organisateurs, le sommet représente un enjeu très important pour l'Afrique. Au moins 92% des marchandises qui circulent sur le continent africain arrivent par voie maritime. Outre les fléaux de la piraterie, figurent à l'ordre du jour du sommet plusieurs autres axes dont le développement et l'économie bleue, la pollution, la question des trafics en tout genre ainsi que le trafic de drogue et la traite humaine. L'État nigérian déclare à nouveau la guerre à Boko Haram. Ce nouvel engagement a été relaté en conférence de presse par le ministre de la Communication, une révélation qui intervient quelques heures après la libération de 21 lycéennes de Chibok. Laï Mohamed estime que cette libération des jeunes filles ne signifie pas la fin des opérations militaires, mais cela ouvrira plutôt la voie à une nouvelle phase dans la lutte contre le terrorisme. Les autorités nigériennes refusent toute idée d'échange d'otages et estiment que cette libération s'est faite après de longues négociations avec le groupe Boko Haram. Depuis leur enlèvement en avril 2014 dans l'état de Borno au nord-est du pays, les dizaines de filles de Chibok ont pu s'échapper, mais plus de 200 demeurent introuvables. Une enquête du Parlement burkinabé met le doigt sur l'ampleur des fraudes immobilières au Burkina Faso. Plus de 105 000 terrains illégaux ont été répertoriés. Le manque à gagner en termes de revenus publics est estimé à 16 milliards de francs CFA. 3 sociétés en particulier sont dans le viseur. Par ailleurs, plusieurs promoteurs privés sont cités par les parlementaires pour non-paiement de droits et taxes lors d'opérations immobilières. La commission qui a enquêté sur 15 communes durant les attributions effectuées entre 1995 et 2015 a attendu 300 personnes. Elle suggère d'engager des poursuites contre certains maires et agents publics indélicats à travers une loi qui sera votée par l'Assemblée.
En Afrique du Sud, le leader des combattants pour la liberté économique, Julius Malema, s'insurge contre le management du président sud-africain et de l'ANC qui l'accuse de couvrir des magouilles en référence à l'affaire Gopa. L'appel à la mobilisation contre le président Zuma intervient alors que la justice sud-africaine a décidé de le poursuivre. Le procureur général l'accuse d'avoir incité à commettre des crimes d'effraction lorsqu'il a demandé à ses partisans d'occuper des terres agricoles non exploitées en Afrique du Sud. Julius Malema a créé son parti politique en 2013 après avoir été évincé de l'ANC. Il se présente désormais comme le symbole de la fronde anti-Zuma et revendique l'héritage de l'extrême gauche anti-apartheid sud-africaine. La Thaïlande est endeuillée par le décès de son roi, figure très emblématique et très vénérée. L'annonce faite jeudi 13 octobre, peu après la mort du roi thaïlandais, que le prince héritier demandait un délai avant de monter sur le trône, résonne peut-être déjà comme un symbole de l'avenir possiblement incertain de la Thaïlande au lendemain de la disparition d'un souverain qui aura marqué 70 ans de l'histoire de son pays. Une telle temporisation surprend. Bhumibol, c'est son nom, décédé à 88 ans, avait immédiatement succédé à son frère le roi Ananda Mahidol, tué au palais en 1946 d'un coup de revolver dans des circonstances obscures. Mais jeudi, quelques heures après le décès du monarque, le chef de la junte militaire au pouvoir, le premier ministre, a indiqué lors d'un discours télévisé que le successeur désigné réclamait un peu de temps pour se préparer à monter sur le trône à un moment approprié. Le général a cependant été sans ambiguïté édifié sur l'identité du futur souverain. Pour rappel, en 1972, le roi défunt avait officiellement désigné son fils, le prince, comme son successeur. C'est le contexte troublé de la Thaïlande qui fait de la mort sans surprise d'un monarque très âgé et affaibli un événement majeur depuis une décennie. Le pays est en crise, des forces politiques adverses le déchirent. Chemise jaune ultra-royaliste et conservatrice d'un côté, chemise rouge paysanne et pro-démocratique de l'autre. L'économie est relativement en berne depuis que les généraux se sont installés au pouvoir lors du coup d'État de mai 2014 dans le but presque avoué d'assurer une transition royale délicate. Voilà donc ce qui met fin à cette édition d'information sur Cherifla TV. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme. À très bientôt.